Ce nouveau gouvernement est pour l'instant accueilli fraîchement par la droite et par la gauche au Sénat. Le groupe de la République en marche, dans sa majorité, soutient bien sûr, même si certains, dans l'aile gauche, peinent à se reconnaître dans ce gouvernement qui penche plutôt à droite. Flora Sauvage. Un tiers de nouveaux entrants et une nette coloration à droite. Aux yeux de la majorité LR au Sénat, le gouvernement de Jean Castex est plutôt décevant, car il ressemble beaucoup au précédent, selon Philippe Dallier. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'effet blast comme certains l'annonçaient du côté du château à l'Élysée. Voilà, bon, c'est plutôt un non-événement. On a surtout le sentiment que c'est un gouvernement d'individualité aux ordres exclusifs du président de la République qui veut se représenter aux élections et qui donc va tenir la main, tenir la rampe, tenir le projet. Une critique qui émane aussi des rangs de la gauche, où l'on appréhende le retour des Gilets jaunes. À force de prendre des virages à droite, on finit par aboutir sur un rond-point. Et je pense que le nouveau chemin aujourd'hui est assez décevant. J'ai le sentiment qu'il y a une forme de bunkérisation du pouvoir qui reste droit dans ses bottes en espérant passer en force. Et si c'est un passage en force, je crains le pire pour notre pays. Nous aurons un mouvement des Gilets jaunes puissance 10. Au sein même du groupe En Marche, qui est minoritaire au Sénat, certains sénateurs commencent à douter de leur positionnement. Je me pose des questions. Parce que quand j'ai rejoint le groupe En Marche, la grande doctrine, c'était et à droite et à gauche. Bon, force est de constater qu'il y a plus un tournant vers la droite que vers la gauche. Mais pour le président du groupe En Marche, François Patriat, il faut laisser le nouveau gouvernement faire ses preuves. Il y a ceux qui aujourd'hui sont capables, avant même d'avoir vu ce gouvernement au travail, avant même d'avoir déjà vu les décisions qui sont prises, critiquent déjà. Ceux-là, écoutez, ceux qui ne laissent aucune chance à personne de pouvoir faire quelque chose, je les laisse à leur turbitude. Pour certains dubitatifs, les sénateurs pourront se faire un premier avis dans quelques minutes lors des premières questions d'actualité au gouvernement. Et pour en débattre sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Rossignol. Bonjour. Bonjour. Sénatrice PS de l'Oise, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. Je précise que vous êtes ancienne ministre des Familles sous François Hollande. Également avec nous, Laure Darcos. Bonjour. Bonjour. Sénatrice Les Républicains de l'Essonne, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et membre de la commission de la culture. Également avec nous, enfin, Jean-Marc Gabouty. Vous êtes sénateur RDSE de la Haute-Vienne et vice-président du Sénat. Et à distance, en visio, eh bien, nous avons également avec nous Jean-Philippe Moinet. Bonjour. Vous êtes fondateur de la Revue Civique et initiateur de l'Observatoire de la démocratie. Alors tout d'abord, eh bien, premier tour de table. Quel signal pour vous envoie ce gouvernement, Laurence Rossignol? Un gouvernement de droite, c'est ce que nous indiquait un certain nombre de vos collègues, notamment au groupe. Écoutez, j'en suis encore à me demander pourquoi le président de la République a changé de gouvernement. J'ai toujours pas compris quelle était la raison, l'objectif de remplacer le Premier ministre qui n'avait pas démérité dans la ligne politique qu'ils avaient élaborée ensemble. Édouard Philippe. Édouard Philippe, bien, voilà, pour le remplacer par un nouveau Premier ministre. Et on a un nouveau gouvernement qui quand même recycle un bon nombre des ministres précédents du précédent gouvernement, l'échange d'attributions, plus de vedettes connues des Français pour à la fois leur compétences dans les fonctions qu'ils ont exercées auparavant, mais surtout pour leur image cathodique. Madame Bachelot et Madame Dupond-Moretti. Et donc, comme je n'arrive pas à totalement identifier le but de ce changement de gouvernement, j'ai un peu de mal à comprendre où il va. Mais quand même, je crois savoir qu'il va continuer la même politique. C'est tous les messages qui ont été envoyés sont ceux-là. On va avoir, le président a pris un avocat pour avoir un ténor pour préparer l'élection présidentielle. Et puis une femme de culture, très bien, tant mieux. Voilà. Mais bon, tout ça ne va pas nous amener à une réorientation. Parce que usuellement, quand même, quand on change de Premier ministre, on change un peu de politique. Là, c'est pas le cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Laure Darcos? Il n'y a pas vraiment de réorientation avec ce nouvel gouvernement, Jean Castex? Non, je suis d'accord avec ma collègue. On tourne un petit peu, on fait un jeu de chaises musicales, avec en effet quand même des personnalités fortes qui rentrent. Alors moi, je vais être encore plus cynique. Je pense qu'en fait, ces fortes personnalités, ça peut être aussi, de la part de notre président de la République, une façon
de pouvoir masquer la réalité de ce qui va se passer en crise économique et sociale à la rentrée, avec des gens qui vont occuper beaucoup vos collègues, chers amis, parce que forcément, il va y avoir Ils sont médiatiques, c'est ça que vous des nous gens dites. très médiatiques, et donc du coup, je ne dis pas forcément des clashs, hein, mais ce sont des gens qui vont alimenter, bien évidemment, les médias. Et j'espère que ce n'est pas pour masquer la réalité. Avec en plus un bémol par rapport au Premier ministre précédent. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Jean Castex. C'est vrai que c'est quelqu'un qui venait de ma famille politique. Simplement, comme premier signal de se voir imposer son directeur de cabinet et son chef de cabinet par l'Élysée, on a quand même un peu l'impression qu'il est un peu surveillé. Édouard Philippe avait refusé. Exactement. On a l'impression qu'il est un peu sous l'œil de Moscou. Sous l'œil de Moscou. Certains disent également, Jean-Marc Gabouty, que c'est un peu 50 nuances de droite, ce gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a notamment Camille Pascal, l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, qui juge qu'il y a un peu l'ensemble des droites dans ce gouvernement. Non, je ne crois pas que ce soit un problème de positionnement politique. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues, même si leurs réflexions peuvent être à certains égards pertinentes. Je pense qu'il y avait un peu, non, je ne vais pas dire ce que je pense, plutôt que de commenter ce qu'elles ont dit. Je pense qu'il y avait malgré tout un peu d'usure, parce que c'est un gouvernement, le Premier ministre est en première ligne, quelles que soient ses capacités. C'est vrai que dans la ligne politique qui était la sienne, je pense que c'est quelqu'un qui est respecté, qui a bien tenu la barre. Mais vous avez eu quand même un certain nombre de mouvements sociaux liés à la réforme de la SNCF, à la réforme des retraites, les gilets jaunes, la crise du Covid. Aucun Premier ministre auparavant, je dirais, n'a été confronté à autant de difficultés. Donc, mais Édouard Philippe en est sorti très populaire pour le coup. Il en est sorti très populaire. Oui, non, bien sûr. C'est bien qu'il en sorte populaire, parce que sinon, voilà. Donc, il en est sorti très populaire. Il y a peut-être un petit peu d'usure, ce qui était vrai aussi pour le ministre de l'Intérieur, qui était parfois excessivement critiqué de manière un petit peu injuste, mais dont on sentait quand même aussi, je dirais, l'usure et une forme de perte de crédibilité, parce que c'était une tâche excessivement difficile. Donc, je crois qu'il y a la mise en place d'un gouvernement pragmatique. Je ne crois pas que les deux ministres médiatiques que vous avez évoqués occultent, parce que la réalité va revenir au premier plan. La réalité, ce sont la difficulté, les difficultés liées à la crise économique et forcément sociale que nous risquons d'avoir à l'automne et qui va être difficile à gérer. Donc il faudra beaucoup de pragmatisme. J'espère que ce Premier ministre, juste un mot pour dire que, étant un élu local, ayant eu des fonctions locales au département, maire de la ville de Prades, à côté de son expérience, je dirais, plus technocratique, il a ce vécu d'élu local, et j'espère que dans la loi sur la décentralisation, ce sera un apport positif pour la politique du gouvernement, ce qu'espèrent beaucoup de sénateurs. Cette expérience d'élu local. Et puis avant lui Manuel Valls, et puis avant lui Jean-Marc Ayrault, puis avant lui François Fillon. C'est-à-dire que, en fait, les premiers ministres sont toujours des élus locaux dans la Ve République. Il faut remonter loin pour en trouver un qui n'était pas élu local. Même si peut-être Pierre Mauroy en 80, enfin bref. Donc je ne trouve pas que ce soit un caractère discriminant que d'être un élu local dans l'histoire de la Ve République, mais bon. On va rejoindre Jean-Philippe Moinet. Pour vous, quel est le signal envoyé par ce gouvernement ? Eh bien, le signal, d'abord, merci pour votre invitation, pour évoquer effectivement cette conjoncture politique très intense finalement, et au-delà on va dire, des jauges et de droite et de gauche et de centre et écologistes, on pourra y revenir, et chacun peut avoir un avis évidemment et légitimement différent. Ce qui me frappe dans l'accélération de l'agenda politique, c'est qu'on est dans un contexte qui concerne l'opinion publique en général totalement différent, en tout cas grandement différent par rapport à ce que nous vivions il y a encore 3 ou 4 mois. Rappelons-nous, donc il y a une crise historique sur le plan sanitaire qui débouche sur une crise économique et sociale qui risque d'être historique. Le Premier ministre a-t-il tort sur ce point? On ne le pense pas malheureusement, à savoir que ce serait la crise économique et sociale la plus grave depuis 1929. En tout cas, depuis 1945, c'est sûr. Et donc, il y a un enjeu nouveau qui n'a échappé à personne, et sans doute pas au président de la République, Emmanuel Macron, qui considère, à tort ou à raison, mais qu'il faut accélérer aussi les données politiques. Et donc, changer de Premier ministre, ce qui était encore, il y a 3-4 jours, pas du tout comme une évidence,
L'accélération est telle, c'est que Jean Castex est dans un costume qui est déjà d'actualité. On n'oublie pas les qualités et défauts d'Édouard Philippe, mais enfin, l'actualité va très vite. Et un gouvernement qui a changé partiellement avec la sortie de maillons faibles, on va dire, ou considérés à tort ou à raison faibles, à savoir Christophe Castaner notamment, et d'autres qui sont sortis du gouvernement pour être remplacés par des maillons considérés à tort ou à raison comme des maillons forts, à savoir 2 personnalités populaires, Roselyne Bachelot, issue des rangs de la droite, et Dupond-Moretti, le ténor un peu tonitruant du barreau de Paris, qui est plutôt de sensibilité de gauche. Et puis l'arrivée de Gérald Darmanin, on pourra y revenir pour avoir une analyse un peu précise de son origine à la fois sociale et son origine politique, ancien proche ou peut-être actuel, proche de Nicolas Sarkozy et proche de Xavier Bertrand. On va en parler, hein. Effectivement, on est ensemble encore pendant au moins une demi-heure. Mais pour compléter ce tour de table, on va d'abord rejoindre Alexandre Poussard, salle des conférences, car vous êtes avec aussi un sénateur de La République En Marche. Vous êtes avec Didier Rambaud. Avec Didier Rambaud, sénateur de La République En Marche, issu des rangs du Parti Socialiste. Alors Didier Rambaud, je vous pose la question, est-ce que ce nouveau gouvernement penche trop à droite ? Alors, très franchement, effectivement, je viens du Parti Socialiste, mais pour moi, ce n'est plus une préoccupation de compter le nombre de ministres, de savoir de quel parti ils viennent. Non, je crois que le plus important, c'est ce qui nous attend devant nous pour les prochaines semaines, les prochains mois, comment on va redresser économiquement notre pays. Donc pour vous, le fait qu'il y ait des anciens fidèles sarkozystes renforcés dans ce gouvernement, c'est pas un problème? Je salue d'abord le choix du Premier ministre, effectivement avec une personnalité atypique, avec son style particulier. Il y avait très longtemps qu'on n'avait pas eu un Premier ministre issu des territoires, comme on dit si bien ici au Sénat. Ce n'est pas un Premier ministre de Paris qui regarde la province, mais plutôt un Premier ministre de sa province qui, j'espère, va secouer un petit peu Paris. Et donc vous saluez également la composition de ce nouveau gouvernement? Il y a des personnalités différentes, je vous trouve très complémentaires. Effectivement, vous ne m'avez pas encore posé la question, mais l'arrivée de Dupond-Moretti est quelque chose aussi, je trouve, d'assez particulier, qui me rappelle d'ailleurs, enfin j'étais jeune à l'époque, le choix de François Mitterrand quand il avait pris Robert Badinter à la justice. On entendait à l'époque les mêmes critiques, et on a vu comment par la suite Badinter a imprimé le ministère de la Justice. Donc je suis convaincu que Dupond-Moretti va être dans le même sens. Donc pour vous, il y a un intérêt à faire rentrer au gouvernement des personnalités médiatiques comme Éric Dupond-Moretti, comme Roselyne Bachelot, pour attirer l'attention? Il faut un petit peu, je pense que d'abord ces personnes-là ont de l'expérience, donc ça compte aussi. Elles vont être complémentaires avec d'autres membres de ce gouvernement qui sont beaucoup plus jeunes, issus de la société civile. Donc c'est bien cette complémentarité entre expérience et nouveauté. Alors quand on regarde le fond au-delà des personnes et quand on regarde les réformes à venir, la réforme des retraites va être remise sur la table et notamment la partie de l'équilibre financier du régime des retraites avec une concertation qui s'ouvre avant le 20 juillet. C'était une bonne chose de remettre sur la table cette réforme des retraites? Je crois que d'abord la première question, je crois que notre pays a besoin de faire cette réforme des retraites. On ne va pas encore faire comme nos prédécesseurs, la reporter. Donc il faut effectivement la remettre sur la table. Alors, est-ce qu'il faut repartir sur les mêmes bases que ce qui a été voté en mars dernier à l'Assemblée nationale? Je ne pense pas. Certainement qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus pédagogique. Mais les principes de base de cette retraite vers un système plus universel, un système de retraite à points, ce sont effectivement autour de ces 2 piliers qu'il va falloir continuer à travailler. Et en sortie de cette crise sanitaire, il faut demander aux Français de travailler plus longtemps pour équilibrer le régime? Il y a besoin de plus de travail, c'est évident. Effectivement, il faut beaucoup plus de productivité, de production pour pouvoir mieux répartir ensuite les richesses et embaucher davantage de citoyens dans notre pays. Très bien, avec ce nouveau gouvernement, on va travailler plus pour sortir de la crise. Merci beaucoup Didier Rambaud pour votre intervention. Merci beaucoup Alexandre, on vous retrouve tout à l'heure. On va rentrer un petit peu dans le détail de ce gouvernement. Bien sûr, la première nouveauté, c'est le nouveau Premier ministre Jean Castex. Laurence Rossignol, qu'est-ce que vous inspire cette personnalité, Jean Castex, qui a affiché la couleur du respect du Parlement et à parler de lui comme de l'homme des territoires? C'est convaincant? C'est pas très original, surtout. J'ai jamais vu un Premier ministre se présenter devant le Parlement en disant alors je vous préviens, je méprise le Parlement et j'ai pas l'intention de dialoguer avec vous. Donc c'est un discours extrêmement convenu, un discours très convenu. L'homme des territoires, oui, bon, maintenant on parle des territoires, on dirait comme si les territoires étaient une orientation politique. Les territoires, c'est la France, c'est la République. Qu'il parle de la République et de l'égalité. Les territoires qui sont
pas toujours senti très entendu. On parle de la République et de l'égalité des citoyens dans la République et de l'égalité d'accès aux services publics, qu'on parle des élus locaux, de la manière dont on les écoute. Bref, pour le moment, je regarde ce nouveau Premier ministre, je le trouve pas différent de bien d'autres que j'ai vus avant lui, et j'ai appris que c'était à l'usage qu'on évaluait les premiers ministres et pas simplement dans les 48 premières heures. Alors bon, en tout cas, pour l'instant, ce que l'on a de lui pendant ces 48 premières heures, c'est notamment sa première intervention lors des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi ça pour nous, Steve. Alors comment ça s'est passé pour le Premier ministre ? L'épreuve du feu pour Jean Castex. Première intervention dans la fosse aux lions, première intervention dans l'antre de la démocratie française. Alors on a senti un Premier ministre plutôt détendu, pas franchement impressionné par l'instant ni par les questions des députés. Il avait le débit relativement lent, des réponses plutôt très générales, pas d'annonce évidemment particulière. On attend, vous le savez, le grand discours de politique générale. Ce grand discours, il doit intervenir normalement la semaine prochaine. Jean Castex a présenté les grandes lignes de son nouveau gouvernement. Écoutez la toute première intervention du tout nouveau Premier ministre dans l'hémicycle, c'était tout à l'heure. Avec les valeurs qui sont les miennes, j'ai l'honneur de diriger ce gouvernement, qui sera un gouvernement de combat, qui sera un gouvernement tourné vers l'efficacité, qui sera un gouvernement de dialogue, qui sera un gouvernement des territoires. Voilà, autre point intéressant de cette séance de questions au gouvernement, c'est la réforme des retraites. On s'en rappelle, elle avait été suspendue au moment de la crise sanitaire. Elle revient sur la pointe des pieds depuis quelques semaines. Emmanuel Macron l'a promis, elle ne sera pas abandonnée. C'était aujourd'hui au tour de Jean Castex de l'évoquer. Une réforme qui sera, selon lui, plus juste pour tous les Français. Écoutez. Il a d'ores et déjà été acté que nous distinguerions les concertations à reprendre sur la réforme de fond, à laquelle nous ne renoncerons pas, sur un système de retraite plus juste qu'attendent de leur vœu tous les Français. Voilà, sur cette réforme des retraites, le calendrier est extrêmement serré. Jean Castex doit rencontrer les partenaires sociaux avant la fin du mois. Le Premier ministre entend remettre tout le monde à la table des négociations pour une réforme prévue à la rentrée. Mais la CFDT et le MEDEF sont pour l'heure opposés à un calendrier aussi rapide. On l'aura compris, cette réforme des retraites, ce sera sans doute le premier dossier explosif du tout nouveau Premier ministre, Tam. Merci beaucoup, Steve. Donc, pas encore de discours de politique générale, mais on en sait quand même plus sur la réforme des retraites et on retient que, il tient à cette réforme, Jean Castex, et que dans un premier temps, il va surtout s'occuper des questions budgétaires puisqu'il appelle à résoudre ce problème de façon urgente et il appelle à une réunion avant le 20 juillet. Alors, les questions budgétaires, là, on est dans des abîmes qui sont profondes. C'est pas uniquement budgétaire, c'est économique et social, ce que j'en ai dit tout à l'heure, parce que la politique du gouvernement pour amortir effectivement l'arrêt de l'activité, trop large d'ailleurs au moment du Covid-19, les mesures prises ont joué un rôle d'amortisseur, c'est-à-dire qu'on retarde un petit peu l'échéance, on permet à des entreprises qui auraient chuté tout de suite, le chômage qui serait envolé immédiatement, je dirais d'avoir un petit peu de délai pour faire un plan de relance, pour redémarrer, etc. Donc c'est bien, mais je dirais la grosse difficulté économique, elle est à l'horizon du mois de septembre et du mois d'octobre. Alors, la réforme des retraites, c'est autre chose, mais le problème numéro un, c'est celui-ci, parce que je crois que les prévisions de chômage... Et pour vous, il a raison de le dissocier de la réforme structurelle ? Au niveau des retraites ? Oui, au niveau des retraites, il dissocie clairement la question structurelle, le système universel et puis la question financière. Tout à fait. Moi j'étais soutien de la réforme des retraites, avec quand même, je dirais, favorable également à un certain nombre de remarques et de propositions de certains syndicats comme l'UNSA et la CFDT. Lord Darcos. Oui, alors là-dessus, je pense que d'ailleurs avec ma collègue, on attendra quand même de pied ferme le gouvernement. Nous avions commencé avant le confinement à travailler sur un rapport sur les retraites des femmes, avec la délégation aux droits des femmes. Et je peux vous dire que là-dessus, il y a unanimité chez nous, mais j'allais dire même chez les partenaires sociaux, pour dire que le système annoncé est particulièrement injuste pour les femmes et qu'il faut prendre en compte encore les 25 meilleures années et non pas l'ensemble de la carrière professionnelle pour elles. Donc,
on est assez content d'une certaine manière qu'on pourra remettre notre rapport et la discussion sur le feu, parce que honnêtement là-dessus, je pense que on a à être entendu. Est-ce que je peux revenir sur le paradoxe, enfin je trouve assez aberrant, et on est tous finalement aussi amnésiques les uns que les autres. Il y a 15 jours, nous avions un président de la République qui nous présentait 150 personnes soi-disant tirées au sort pour nous présenter les réformes à venir du gouvernement. La Convention citoyenne pour le climat. Voilà, et les réformes pour le pays, les réformes à venir. Et là, en fait, nouveau gouvernement, un Premier ministre des territoires. On revient à des sujets qui étaient prévus depuis longtemps. Et moi, je trouve qu'en effet, dans un quinquennat, c'est tellement court qu'il faut revenir en effet aux priorités qu'on s'est fixées dans un quinquennat. Donc, tant mieux, parce que je veux dire, j'avais été extrêmement choquée. Oui. Et je pense que ça a beaucoup joué pour le deuxième tour et que, d'une certaine manière, le président de la République est responsable du dégagisme et de l'absentéisme au deuxième tour, parce que quand on snobe et qu'on méprise à ce point la représentation, la démocratie représentative, et que c'est des gens tirés au sort qui doivent décider du sort de notre pays, je pense que ça participe au fait que les élus sont galvaudés, voire méprisés. Donc heureusement, là on revient à quelque chose d'un schéma beaucoup plus classique. Et c'est étonnant que le Premier ministre en tout cas n'en ait pas encore parlé, et que peut-être du coup ça va être une fois de plus des projets qu'on mettra bien sous le tapis. En tout cas, il affiche très clairement la priorité, et vous, au contraire, vous demandez le report de la réforme des retraites. Mais je trouve ça totalement irresponsable de la part du président de la République et du Premier ministre que de donner comme objectif de finir par faire passer la réforme des retraites dont personne ne veut. Personne n'en voulait et personne n'en veut toujours de cette réforme des retraites. Quand on connaît l'état dans lequel sera le pays, quand on peut anticiper, ça a été évoqué il y a un instant, après les amortisseurs, c'est-à-dire à l'automne, en termes de chômage, de précarité, de difficultés collectives, comme si le pays n'allait pas suffisamment souffrir, il faut en plus infliger au pays une réforme dont personne ne veut. Mais ce gouvernement de combat, c'est un gouvernement de combat contre les Français quand même, avant tout. Avant d'être le gouvernement de combat pour l'élection présidentielle 2022. Emmanuel Macron parle d'un gouvernement de rassemblement. Vous trouvez que c'est... C'est totalement contradictoire d'afficher une volonté de rassemblement et de remettre sur la table la réforme des retraites, dont chacun sait qu'elle pose tellement de problèmes. Et par ailleurs, des réformes des retraites, je entendais tout à l'heure le sénateur macroniste là, qui s'est exprimé avec nous, des réformes des retraites, il y en a eu une de Marisol Touraine et une de François Fillon. C'est-à-dire qu'on a eu 2 réformes des retraites au cours des 2 précédents quinquennats. Et nous sommes nombreux à dire que cette réforme-là n'est pas nécessaire, si ce n'est pour baisser le niveau des retraites, ce qui est toujours l'objectif de cette réforme, et les Français l'ont très bien compris. Jean-Philippe Moinet, comment est-ce que vous réagissez à ce signal, cet affichage sur la réforme des retraites, alors que, on avait dit pendant un temps que c'était vraiment pas le moment d'aborder un sujet aussi clivant, et finalement on voit qu'il est immédiatement sur le devant de la scène, ce sujet. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui revient pour une raison à la fois conjoncturelle et structurelle. La raison conjoncturelle n'est pas secondaire non plus. C'est vrai qu'il y a un plongeon de 4 milliards en perspective d'avant la crise Covid de déficit du système actuel de retraite à 30 milliards pour l'année 2020. Donc il y a un sujet qui est d'actualité, qui est celui, alors c'est le terme employé par le Premier ministre Jean Castex, sauvegarder. Peut-on sauvegarder, doit-on, et évidemment sa réponse est oui, sauvegarder le système actuel pour combler ce déficit qui se rajouterait, rappelons-le, à un déficit qui s'est creusé pour atteindre pour l'ensemble du pays 118-120% du PIB. Donc on est dans une situation difficile de ce point de vue-là, budgétairement parlant aussi. Le sujet de la concertation sociale annoncée, puisque le Premier ministre Jean Castex invoque son gaullisme social, c'est son terme, et puis le sujet de la concertation tous azimuts avec les partenaires sociaux et avec les territoires. Il l'a annoncé pour, dit-il, c'était sa première expression télévisée chez vos confrères de TF1, pour un nouveau pacte social basé sur à la fois les partenaires sociaux et les territoires. Va-t-il réussir ce grand pari gaulliste? On peut imaginer que les oppositions en doutent, mais c'est aussi le cœur du logiciel que lui veut imprimer dans cette période. Et juste un mot pour évoquer quand même l'innovation de la Convention citoyenne pour le climat. On verra ce qu'il en viendra. Lord Darcos évoquait un certain scepticisme sur l'application de cette mesure, de cette méthode dans la durée. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé quand même au lendemain des élections municipales que non seulement la Convention citoyenne pour le climat
seraient réunis et ces citoyens seraient réunis par le gouvernement pour assurer l'application des 146 mesures sur 149 proposées, mais il a annoncé, est-ce qu'il le fera, on verra, mais enfin il a annoncé cette innovation démocratique quand même, qui pose question, mais aussi qui trace des perspectives de réunir une convention citoyenne sur d'autres sujets, et qui peuvent être peut-être, on le verra, des sujets sociaux. En tout cas, c'est un logiciel qui fait intervenir un mode de démocratie participative, ou plutôt délibérative, qui, par ces propositions qui seront intégrées par le Parlement ou pas, d'ailleurs on le verra, et par le gouvernement quand ce sont des mesures de type réglementaire. Donc c'est un système quand même nouveau, qui n'a pas beaucoup été commenté, mais qui, à mon avis, a son importance dans cette troisième séquence du quinquennat, pour accréditer l'idée qu'il faut restaurer une confiance envers les politiques en général, et il peut y avoir toute opposition égale par ailleurs, une alliance objective de tous ceux qui veulent restaurer l'image des politiques et se rapprocher des citoyens. C'est un pari qui concerne tout le monde, qu'il soit dans l'opposition ou dans la majorité. Oui, votre réaction, Laure Darcos, ça vous fait réagir, et puis on passe au reste du gouvernement. Non, mais Jean-Philippe, on en reparlera tous les deux si tu veux, mais en effet, moi c'est sur le choix, que ça soit 150 personnes, je ne suis pas sûre, en plus totalement triées au hasard, qui puissent décider du sort des réformes. Je pense qu'il y a assez aujourd'hui de gens en responsabilité. Je parle même de comités scientifiques, de comités d'associations sur le climat, sur l'environnement, qui pouvaient tout à fait, et c'est aussi le rôle du CESE, qui pouvaient discuter de tout ça, plus que des citoyens qui vont du coup, d'une certaine manière, jeter l'opprobre sur nos responsabilités. On va continuer. Je suis assez d'accord avec Laure Darcos. La concertation, la consultation avec les partenaires sociaux, le monde associatif, oui. Ensuite, l'instauration d'une démocratie du tirage au sort, c'est pas vraiment, je dirais, mon idée personnelle. Ça fait débat. On va continuer. On va poursuivre en parlant du reste du gouvernement, parce que vous l'avez dit, il y a des figures médiatiques qui attirent beaucoup l'attention des médias. Le retour à la politique de la désormais très catholique Roselyne Bachelot, et puis aussi l'arrivée à la tête du ministère de la Justice du ténor du barreau Éric Dupond-Moretti. Sa première prise de parole tout à l'heure aux questions d'actualité a été un petit peu hésitante face au bruit qu'il y a dans l'hémicycle. Là, il a néanmoins eu droit à une standing ovation. Écoutez. Vous savez tous que quand on est avocat pénaliste libre, on n'a pas la même parole que quand on représente l'État. Ça n'échappe à personne. Avez-vous toujours dit la même chose? C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit que je n'accepterai pas cette tâche. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. On va mettre un terme définitif. Non, je vous en prie, c'est déjà compliqué pour moi, c'est une première. Mais s'il vous plaît. Mais laissez-moi. Monsieur le député, j'ai un sens aigu du contradictoire et du respect de la parole de l'autre. J'aimerais que vous me laissiez au moins m'exprimer. Oh, pardonnez-moi, on ne juge pas. Monsieur le député, je voudrais vous répondre complètement. On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait quand je l'aurai fait. Et pardonnez-moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on est au café du commerce, on ne s'exprime pas comme quand on est avocat. Quand on est avocat, on ne s'exprime pas comme quand on est ministre. Ça, c'est pour la forme. Moi, au café du commerce, je ne porte pas de cravate. À l'Assemblée, j'en mets une. Oui. Voilà. Étonnant de voir ce ténor du barreau dans la fosse aux lions, disiez-vous. Vous avez connu cette situation, Laurence Rossignol. C'est impressionnant. Vous comprenez le trouble du nouveau garde des Sceaux. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est son baptême du feu. Voilà, donc là aujourd'hui il bénéficie encore des standing ovations de sa majorité, il ne les aura pas à chaque fois, et puis il va falloir qu'après on rentre dans le vif du sujet, c'est quel type de garde des Sceaux va-t-il être? Parce que j'entends la comparaison avec Robert Badinter, je la trouve un peu osée. Oui, des avocats, il y en a eu des quantités des gardes des Sceaux avocats. Je la trouve un peu osée. Robert Badinter était là avec une feuille de route, l'abolition de la peine de mort. C'est quoi
l'équivalent de l'abolition de la peine de mort. Pour Éric Dupond-Moretti, je ne le sais pas, on ne connaît pas sa feuille de route. C'est toute la différence avec Robert Badinter, elle est énorme. Lord Darcos, qu'est-ce que ça vous inspire, cette nomination d'Éric Dupond-Moretti? On a déjà aussi vu les boucliers levés par l'Union syndicale des magistrats qui parlent de déclaration de guerre, car Éric Dupond-Moretti a eu des mots très durs à l'égard notamment du parquet national financier en parlant d'une clique de juges qui s'autorisent tout. Écoutez, je ne le connais pas particulièrement, ce n'est pas mes sujets. Je trouve que c'est bien joué. Enfin, je pense qu'en effet, il y a 3 semaines, on nous en aurait parlé, même lui d'ailleurs, sur les ondes, disait jamais au grand jamais, comme Roselyne. On le ressent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est très drôle, mais je trouve que c'est plutôt bien joué. Après, en effet, je suis d'accord avec Laurence. Quelle sera sa feuille de route? Il faut plaire en même temps aux magistrats, en même temps, on n'est pas que un avocat avec un costard de ministre. Donc, j'attends de voir. Mais si vous me permettez, parce que je ne sais pas si j'aurai la parole à nouveau, mais moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est la nomination de Roselyne. Parce que, en fait, je racontais une petite anecdote. C'était mon premier boss quand j'avais 22 ans. Et Juppé nous avait chargé en 92-93 de parler des femmes. On ne parlait pas encore de parité, mais les femmes en politique. Et pour la petite anecdote, c'est qu'on appelait les magazines féminins pour essayer de parler des femmes en politique. Et à chaque fois, au Standard, on disait, vous voulez la rubrique mode, la rubrique santé, etc. Et on ne s'est jamais pu quitter. Et je peux vous dire vraiment qu'en effet, si elle revient, c'est vraiment parce que c'est le ministère de la Culture. Elle ne serait jamais revenue autrement. Et on se croise dans tous les festivals chaque année. Et donc, pour elle, je suis très heureuse. Et j'espère qu'elle réussira. Et je suis quand même contente que Franck Riester n'ait pas été dégagé complètement parce qu'il n'avait pas démérité. Et du coup, je suis contente qu'il soit resté au combattant. Franck Riester. Je sais. Mais il avait quand même des députés à agir derrière lui. Jean-Marc Gabouty, surtout sur Éric Dupond-Moretti, d'abord, qu'est-ce que ça vous inspire? Roselyne Bachelot, je trouve que c'est très bien parce que ça, malgré que Franck Riester n'ait pas démérité, ça demandait un petit peu plus d'empathie, un petit peu, je crois que... Un peu plus d'incarnation. Elle a une personnalité qui correspond mieux, je dirais, à ce ministère. Éric Dupond-Moretti, moi, je n'ai pas d'avis, je le connais je le vois en tant qu'avocat, avocat pénaliste où souvent on se dit comment peut-il défendre des causes de ceci? C'est comme ça que réagissent les Français. Alors en même temps, il y a le caractère brillant, c'est quelqu'un d'intelligent, etc. Moi, j'espère qu'il va réussir parce que c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt du gouvernement bien sûr. Mais je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas de certitude. Le président de la République là a fait un pari. Oui, un pari. J'espère qu'il aura eu raison de faire ce pari, mais je n'en suis pas totalement persuadé. Oui, Laurence Rossignol. Oui, moi je m'interroge sur les raisons pour lesquelles le président de la République a choisi de nommer Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, et je ne juge jamais un avocat sur le choix de ses clients, sur ses clients et sur ce qu'il dit dans les plaidoiries. Le droit de la défense justifie qu'un avocat plaide comme il veut. En revanche, Éric Dupond-Moretti a pris de nombreuses positions. En fait, il correspond à un courant français pas majoritaire, mais qui existe. C'est celui qui dit on ne peut plus draguer, on ne peut plus rigoler, on ne peut plus faire de plaisanteries sur les femmes, on ne peut plus conduire la voiture à la vitesse qu'on veut, on ne peut plus fumer où on veut. En fait, c'est tout ce courant qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de pays populistes sur les libertés individuelles contre les protections collectives. Et comme je sais que Emmanuel Macron est très préoccupé d'avoir face à lui en 2022 un candidat populiste, un candidat qui viendrait justement de ce courant-là, je me demande s'il n'a pas embauché Dupond-Moretti pour faire son populiste à lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est stratégique pour vous? Parce que je... Tu me rejoins un peu du coup. Bien sûr. Je me demande si le but n'est pas de donner des gages au populisme. Et je ne peux pas m'empêcher de penser quand même que quand on met au ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin mis en cause dans une affaire de viol encore devant la justice aujourd'hui, plus mis en cause dans une autre affaire classée sans suite, mais dont les faits sont là, il a été mis en cause. Présomption d'innocence, a répondu Jean Castex. Mais la présomption d'innocence n'empêche pas qu'il est suspect. Cette présomption, est-ce que vous avez vu la présomption d'innocence lorsqu'il s'agit des homards de François de Rugy ou de tous les autres ministres qui étaient pris dans des affaires politico-financières? Ils ont fait leur bagage du gouvernement en 2 temps 3 mouvements. Ce que je comprends, c'est pas que c'est la présomption d'innocence. Ce que je comprends, c'est qu'aux yeux de ce gouvernement, les violences sexuelles et les atteintes sexuelles sont moins graves que toutes les autres infractions. On se débarrasse d'un ministre qui a mangé du homard à l'hôtel de la Sey, mais on garde un ministre qui est mis en cause dans une affaire de viol. Parce que s'il y a présomption d'innocence, pour autant, les faits sont là. Lord Darcos,
Sur les violences sexuelles, est-ce que vous pensez, vous aussi, que ce gouvernement... Je suis là aussi, peut-être ça va choquer Laurence, présomption d'innocence. Déjà, il a été innocenté, enfin, on ne peut pas non plus savoir exactement... Il n'a pas été innocenté, l'affaire a été rouverte, réouverte. Quelques semaines. Non, mais par contre... Comment on va faire, excuse-moi, alors comment on va faire les policiers qui vont enquêter sur cette affaire? L'enquête est réouverte, il n'y a pas eu de confrontation entre le mis en cause et la plaignante, la confrontation devrait avoir lieu. Comment vont faire les policiers pour enquêter sur un ministre de l'Intérieur mis en cause dans une affaire? Que vaut la parole de la plaignante contre la parole du ministre mis en cause? Il ne devrait pas être à cette place-là tant que cette affaire n'est pas jugée définitivement. Or, il l'est. Et c'est un signal terrible qui est envoyé aux femmes. Ça veut dire, en fait, vous pouvez toujours aller porter plainte, vous pouvez toujours dire tout ce que vous voulez. Au bout du compte, celui que vous mettez en cause, ça n'empêche pas d'être ministre de l'Intérieur. Jean-Philippe Moinet, oui. Votre réaction sur ce que pense Laurence Rossignol de ce casting gouvernemental, et est-ce que c'est un mauvais signal donné aux femmes? Alors, sur... Éric Dupond-Moretti, d'abord, je suis plutôt d'accord avec Madame Rossignol sur le sujet du populaire, un tantinet populiste, et je rejoins aussi et je réconcilie ces deux sénatrices, Laure Darcos, pour dire que c'est pas un mauvais coup de ce point de vue. C'est qu'à la fois, il est, on va dire, borderline sur certains sujets, et je suis d'accord sur la question MeToo. Il a surfé aussi sur une réactivité française à des dérives de procès d'intention rapide sur les réseaux sociaux pour certaines choses qui ont pu être commises, mais le pu être commise, c'est de la justice quand même, avec la sérénité qu'il faut de trancher. Et donc, sur Dupond-Moretti, je pense qu'il y a un effet d'une nomination populaire inattendue qui peut servir au-delà de la question de la justice qu'il connaît très bien quand même, alors certes d'un point de vue d'avocat, mais il connaît parfaitement quand même les rouages de la maison ministère de la Justice. Oui. Et l'usage qui peut en être fait par le président de la République et Emmanuel Macron, car on est évidemment à 20 mois des élections présidentielles, c'est qu'en cas de besoin, il pourra être dans les renforts directs en défense ou en offensive d'ailleurs, sur certains sujets au profit de la majorité présidentielle actuelle. Sur Gérald Darmanin, c'est un autre sujet, me semble-t-il, même si la question liée au féminisme est aussi présente. Il y a eu à la fois, il faut le rappeler quand même, une information judiciaire ouverte précédemment en 2018 où il était déjà ministre et entendu, qui a fait l'objet d'un classement sans suite, comme on dit, un non-lieu. Et la plaignante a voulu à faire appel, ce qui est tout à fait son droit et totalement légitime, d'où la deuxième information judiciaire. Et c'est vrai que ça fragilise relativement, mais ça fragilise quand même ce nouveau ministre de l'Intérieur qui, par ailleurs, a été choisi pour des raisons politiques très précises, venant de LR, comme on le sait, venant de cette amitié avec Nicolas Sarkozy, qui est plus ou moins actualisée, et aussi par la proximité qu'il a avec Xavier Bertrand, lui, l'élu de Hauts-de-France, à la tête d'une mairie Tourcoing, qui est dans l'univers géographique d'un des potentiels candidats à la présidence de la République venant de l'univers LR ou ex-LR, en l'occurrence pour Xavier Bertrand, puisqu'il a quitté ce mouvement politique, comme d'ailleurs Valérie Pécresse. Donc il y a un jeu à la fois politique et puis des éléments de fragilité qu'il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas non plus les surestimer, même si politiquement l'opposition, notamment de gauche, peut exploiter cette faille. Il nous reste juste une minute pour conclure ce débat. En un mot, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tout cas, des mois qui suivent? Que doit faire le gouvernement? Quelle doit être pour vous sa priorité, Laurence Rossignol? D'abord, la priorité va être au social et à l'économique. Redresser le pays, ramener l'industrie en France et répondre à la demande sociale qui va être extrêmement élevée et importante. Et puis aussi moraliser la vie politique, ce que j'observe qui n'est pas fait. Ça avait été promis en 2017. J'ai l'habitude de ne pas croire toutes les promesses. J'ai eu raison en la matière parce que je trouve la vie politique assez immorale depuis que ce nouveau gouvernement a été nommé et désigné aux Français. Vaste programme. Laure Darcos.
Vos priorités pour l'avenir? Mes priorités alors, sont beaucoup les mêmes que ma collègue. La rentrée va être extrêmement importante et très inquiétante. Donc crise sociale et crise économique. Et je pense que les faillites, notamment d'entreprises, ne vont arriver qu'en fin d'année. Et puis mon dada, c'est qu'en effet, peut-être que ce gouvernement puisse remettre les parlementaires et les élus un peu plus en avant et un peu plus en considération. Là, ce soir, on va quand même avoir passé le train de directives européennes extrêmement importantes comme le SMA et le droit d'auteur, et on va juste nous demander de donner une habilitation d'ordonnance, donc un peu plus de poids pour le Parlement dans l'année qui vient. Oui. Et plus d'indépendance pour la France. Un souhait partagé, j'imagine, Jean-Marc Gabouty. Je ne serais pas original en vous disant, comme j'ai dit tout à l'heure, que la priorité, c'est le redressement économique et social, parce que même si l'économie arrive à se redresser correctement, sur le plan social, il y aura, non pas 1 million de chômeurs supplémentaires, mais probablement 2 ou 3. Donc voilà, donc il y a un problème... je dirais important, essentiel, et derrière, regardez quand même à mieux travailler avec les collectivités locales, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, parce qu'on a bien vu que sur le plan opérationnel, c'était des échelons qui étaient peut-être plus efficaces dans la crise du Covid, sur certains approvisionnements, que les services de l'État, notamment les ARS. On attendra de voir les actes. Bravo. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci Laurence Rossignol, merci Laure Darcos, merci Jean-Marc Gabouty et merci Jean-Philippe Moinet.